Je vois déjà qu'il y a beaucoup de monde, donc merci à tous d'être venus. Alors, pour commencer, je vais déjà me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Thibaut. Alors, aujourd'hui, je travaille chez OVH Cloud en tant que développeur full stack sur l'équipe des noms de domaine. Donc, ils sont tous venus me voir en plus, ils sont super sympas. Alors, au quotidien, je code principalement en Go, mais je fais aussi un petit peu de front-end, donc plutôt du React. Alors, tout ça, c'est des technos qui m'ont servi dans le petit projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc on verra ça dans 5 minutes. D'abord, sur le plan perso, donc moi je suis arrivé à Rennes en 2013 pour finir mes études, donc ça fait déjà 9 ans que je suis là. Et finalement, j'ai jamais vraiment eu envie de partir. Donc si vous êtes rennais, vous connaissez peut-être un petit peu la ville, donc Rennes c'est une ville qui est vraiment super. Donc là je vous ai sélectionné des petits plans que j'aime particulièrement dans la ville. Donc on a le Tabor sur la gauche, les maisons penchées du Champ-Jacquet et le Parlement. Donc si vous ne connaissez pas la ville, je vous invite à prendre un petit peu de temps pour essayer de voir ces endroits. Alors, Rennes, c'est une ville qui est super attractive et qui le devient de plus en plus. Donc en particulier, on a la LGV qui est arrivée il y a quelques années et qui nous relie à Paris en moins de 2 heures. On a le métro qui va bientôt arriver, donc un de ces jours. Et tout ça, en fait, c'est des avantages qui font que la ville est de plus en plus attractive. Donc ça fait qu'on a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc tout ça, ça fait monter les prix. Moi j'ai envie d'acheter, donc je dois aller vite. Et en plus j'ai pas mal de critères. Donc j'ai beaucoup de critères qui ne sont pas forcément disponibles sur tous les sites d'agences immobilières. Donc en particulier, moi j'aimerais bien avoir un appartement au dernier étage ou des choses comme ça. Donc moi ma solution pour trouver mon appart, ça va être de coder. Donc comme on le sait tous, le code c'est la solution à un peu tous les problèmes. Donc je me suis lancé là-dedans. Pour être honnête, c'est aussi parce que j'aime pas du tout parcourir les sites d'agences immobilières. Donc moi, je préfère procrastiner un petit peu et coder. Ça me plaît beaucoup plus. Alors, une fois que j'ai décidé de coder, la première chose, c'est de se poser un petit peu et de réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Donc la première chose, en fait, le premier point d'intérêt dans mon projet, ça va être de récupérer un maximum de biens. Donc aujourd'hui, tous les biens immobiliers ne sont pas forcément sur le Bon Coin ou sur des sites un peu agrégateurs. Il y a beaucoup d'agences immobilières très locales qui vont avoir peu de biens, mais des biens exclusifs. Donc tout ça, c'est des données que je vais avoir envie de récupérer. Et je n'ai pas envie de parcourir qu'un site tous les jours pour voir s'il y a du nouveau. Tout ça, je vais vouloir le structurer le mieux possible. Donc sur tous les sites d'agences immobilières, on a un petit peu des structures qui leur sont propres. Et moi, j'aimerais bien uniformiser un petit peu tout ça, standardiser tout ça. Le but, ça va être de peut-être faire un export Excel, ou peut-être une web app. Plutôt une web app d'ailleurs, parce que j'aime pas trop les exports Excel. Donc tous mes filtres, je vais vouloir qu'ils soient bien organisés et bien structurés. Tous ces biens que je vais récupérer, moi je vais vouloir les filtrer au mieux possible. Donc au minimum, j'ai envie d'avoir tous les filtres qu'on va retrouver classiquement sur les sites d'agences immobilières. Donc les filtres sur la surface, sur le prix, des choses comme ça. Mais je vais aussi vouloir rajouter mes filtres à moi. Donc dans mes filtres, j'ai pas mal de choses. Par exemple, j'ai envie d'avoir un duplex, j'ai envie d'avoir un dernier étage. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément indexées, mais c'est des données qui sont disponibles dans les descriptions des annonces. Et toutes mes données, je veux pouvoir y accéder depuis n'importe où. Donc je veux pouvoir y accéder dans le bus, je veux pouvoir y accéder dans mon lit le soir, je veux pouvoir regarder ça n'importe quand. Donc le but, c'est un petit peu d'éviter de scroller sur TikTok ou n'importe où et plutôt de regarder des appartements. Et vu que je suis un petit peu un rat, j'ai rajouté un critère, j'ai envie que ça me coûte 0 €. Donc quand j'étais plus jeune, en fait, j'aimais bien déployer des pages PHP sur des FTP mutualisés, et tout ça, ça coûtait rien du tout à l'époque. Donc je veux voir si c'est toujours possible aujourd'hui avec une stack un petit peu plus complexe. Alors, donc une fois que les besoins sont posés, la première chose, ça va être de réfléchir un petit peu au modèle de données. Donc le premier truc dont je vais avoir besoin pour stocker tout ça, c'est une base de données. Donc, au boulot, au quotidien, moi, j'utilise Postgres. Donc, Postgres, c'est une base relationnelle qui marche très bien, qui a plein d'avantages. Alors, moi, il y a un petit désavantage que je vois dans l'utilisation de Postgres pour un projet comme ça, c'est que c'est une base qui est relationnelle déjà, donc qui impose une structure assez forte. C'est Postgres qui va être responsable du schéma de la donnée. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de déclarer notre schéma de base de données directement sur Postgres. Moi, dans mon scraping d'agence immobilière, je vais sûrement récupérer plein de champs et je vais vouloir en ajouter de plus en plus au fur et à mesure. J'ai pas envie de m'embêter à faire des migrations de schémas de données. Alors, dans Postgres, il y a un type de champ qui existe, qui est le champ JSONB, qui permet de stocker des données un peu non structurées.
Donc ça aurait pu être une solution à mon problème, sauf qu'il y a un deuxième problème dans Postgres, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire des expirations de lignes. Donc pourquoi j'ai besoin de ça, donc des expirations ou des TTL? C'est parce que je ne vais pas vouloir gérer la purge de mes données manuellement. Donc quand je vais récupérer des données sur un site d'agence, je vais vouloir l'insérer en base de données et je vais vouloir que ça expire après, par exemple, 24 heures. Ça va m'éviter de faire des purges manuelles. Donc à la place de Postgres, je suis parti sur une deuxième base que j'utilise de temps en temps, donc c'est Mongo. Alors Mongo, ça vaut ce que ça vaut, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas. Moi, dans mon cas, ça va répondre à mon besoin parce que c'est une base orientée document. Donc je vais pouvoir juste stocker tout ce qui m'intéresse dedans sans me poser de questions. C'est vraiment l'applicatif qui va être maître de la donnée. Donc si j'ai des champs à rajouter, j'ai juste à les rajouter dans mon code et le Mongo, il va gérer ça correctement. Et sur Mongo, on a la feature qui m'intéresse, donc le TTL, l'expiration. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'insère un document, je vais pouvoir lui dire d'expirer après 24 heures. Alors, autour de cette base de données, on m'entend toujours? Ok. Autour de cette base de données, je vais avoir deux systèmes qui vont tourner. Donc le premier, c'est le système d'écriture en base. Ça va juste fonctionner par un système de cron en fait, qui va exécuter des scripts, donc mes scrapers, qui vont aller chercher de la donnée. Donc l'intérêt de ce système-là, en fait, c'est que ça me permet d'écrire en base de façon périodique et de garder tout ça découplé de la façon dont le client va récupérer les données. Donc mes scrapers qui vont récupérer les données vont être lancés toutes les 2 heures, par exemple, et moi, ça va avoir aucun impact sur la lecture. Le deuxième système, ça va être le système de consultation. Donc la consultation, ça va être ma web app qui va permettre de récupérer les données qui sont stockées dans le Mongo et d'appliquer des filtres ou tout ce que je peux avoir envie de faire sur le Mongo. Donc ce système-là, c'est un système assez classique pour faire des traitements un peu asynchrones. Ça me plaît bien, donc sans me poser trop de questions, je pars là-dessus. Alors une fois que mon architecture elle est posée, je peux partir directement sur ce que j'avais prévu à la base, donc je vais faire du code. Donc la première étape, ça va être les scrapers. Mais qu'est-ce que c'est qu'un scraper? Alors j'en ai déjà un petit peu parlé. Un scraper, en fait, c'est tout simplement un programme qui va récupérer des données depuis des sites web. Donc dans mon cas, je vais parcourir des sites en HTML, je vais récupérer le HTML et je vais faire des trucs avec. Les données que je récupère, je vais les transformer et les enrichir. Donc ça va répondre à tout mon besoin de structuration de la donnée. Donc mes données, je vais les uniformiser, je vais supprimer un petit peu tous les préfixes que je vais avoir, je vais supprimer tout ce qui est spécifique à des agences immobilières. Et donc je vais les enrichir. Donc ça, c'est principalement par rapport aux descriptions des annonces. Là, je vais pouvoir lire le texte, récupérer des trucs dedans et créer mes champs personnalisés. Et ces données-là, une fois qu'on a ce qu'on veut, on les enregistre en base. Alors pour faire des scrapers, moi je vois une règle d'or, c'est de ne pas faire tomber les sites. C'est le principal. Alors déjà par respect pour les sysadmins qui sont derrière, on va éviter de les déranger, de déclencher des astreintes. Et aussi pour nous, parce que si on fait tomber les sites, on a de grandes chances de finir par se faire blacklister, et du coup on ne pourra plus rien faire. Donc tout ça se résout tout simplement par des systèmes de rate limit ou des systèmes de cache qu'on va gérer dans notre code. Pour implémenter mes scrapers, j'ai déjà 3 technos en tête. Donc la première, c'est Go. Alors Go, c'est le langage que j'utilise au quotidien, que je maîtrise plutôt bien, donc ça pourrait être une bonne solution. Par contre, je n'ai pas forcément d'expérience pour faire des scrapers avec Go. Alors je sais qu'il y a des bibliothèques qui existent et qui m'ont l'air plutôt bien faites. Par contre, dans mon cas, Go, c'est un langage déjà qui est fortement typé. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour faire des scrapers, vu que par principe, on essaye de récupérer surtout des chaînes de caractères et des données un peu non structurées. J'ai pas forcément envie de m'embêter à faire des castes et des conversions de type partout. Je veux vraiment récupérer des données le plus salement possible et le plus vite possible. Donc j'ai plutôt regardé un deuxième langage. Donc le deuxième, c'est Python. Alors Python, c'est un langage que j'utilise pas au quotidien, mais qui m'a intéressé parce que j'ai déjà pas mal entendu parler d'une lib qui s'appelle Beautiful Soup, qui est vraiment faite pour parser du HTML. Donc le but, c'est de lui donner du HTML, même du HTML qui n'est pas valide, qui est bien sale, n'importe quoi, ça va le prendre, ça va le parser, et on va pouvoir faire nos sélecteurs dessus. Alors, j'ai fait le choix de ne pas partir sur Python pour une raison, en fait, c'est que je sais que Python n'est pas forcément très adapté pour des traitements parallèles ou asynchrones, et je connais pas suffisamment le langage pour l'utiliser dans ce contexte-là.
Donc j'ai décidé de passer à autre chose, sans trop me poser de questions. Finalement, JavaScript, je sais que c'est un langage qui va répondre à mes besoins, tout simplement parce que c'est le langage qui est utilisé dans les navigateurs, donc parser du HTML, normalement, il doit savoir faire. Je pense que c'est sûrement le plus adapté pour ça. Et en plus, Node.js, je connais plutôt bien, je sais qu'on peut faire des traitements asynchrones avec des promesses, tout ça. Tout ça, c'est des choses que je maîtrise, donc je vais partir sur cette solution-là. Donc, une fois que mon langage est choisi, je ne perds pas de temps encore, j'attaque directement l'écriture de mes scrapers. Donc, là, je vous présente le squelette de base d'un scraper. Donc, j'ai choisi d'utiliser en fait un client HTTP donc, qui n'est pas celui qui est inclus par défaut dans Node.js, donc j'utilise Axios. J'utilise Axios parce qu'il permet de gérer des rate limits nativement. Donc, il y a juste à lui dire combien de requêtes on veut faire sur telle durée au maximum, et il va respecter ça. Donc là, je réponds à ma contrainte, à ma règle d'or. Je ne vais pas faire tomber les sites, parce que j'y fais attention dès le début. En plus, avec Axios, il y a le système de retry qui fait que si j'ai des sites qui ne répondent pas pour une raison ou pour une autre, je vais pouvoir réessayer automatiquement. Ça arrive des fois, des petites perturbations. Une fois mon client Axios démarré, ce que je fais, c'est que je récupère ma donnée. Donc là, j'ai pas mis de site en particulier, j'ai juste mis une base URL. Et je vais taper sur cette URL-là pour récupérer ma donnée. Et donc là, sur les sites d'agences immobilières, en fait, il faut savoir qu'ils se présentent tous de la même façon. On a d'abord une page principale qui va lister plein d'annonces, sans les détails. Et en général, quand on clique, on va avoir le détail. Donc là, j'ai récupéré la page principale et je vais récupérer les URL de toutes les pages avec le détail. Une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, ça va être de parcourir toutes les pages que j'ai récupérées en parallèle et de les scraper et d'enfin récupérer ma donnée. Donc toutes ces pages, je les parcours en parallèle via des promesses. Je les récupère via Axios. Et une fois que j'ai récupéré le HTML de la page, je peux le charger avec ma lib qui s'appelle Cheerio. Donc Cheerio, c'est une lib qui est capable de parser des fichiers HTML et de les requêter ensuite avec des sélecteurs CSS. Donc de la même façon qu'on pouvait le faire en jQuery ou avec le query selector de JavaScript. Donc sur mon HTML, je vais pouvoir faire mon parsing, mon nettoyage et mon enrichissement. Donc pour le parsing, c'est Cheerio qui le fait. Le nettoyage, je vais pouvoir le faire un petit peu par endroit. Donc là, par exemple, à la ligne 14, je récupère la référence du bien qui se trouve dans un titre. Et je peux faire un petit peu de nettoyage dessus. Donc là, il y a un ref qui s'est glissé devant, donc je l'enlève. Et j'ai mes fonctions d'enrichissement qui vont s'appliquer sur la description. Donc par exemple, le fait de savoir si un bien a un parking ou non, je vais le savoir en lisant la description. Donc mon enrichissement, en fait, c'est juste des fonctions helper qui vont me servir dans tous mes scrapers. Donc je vais vous en présenter une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, les fonctions d'enrichissement, c'est plein d'expressions régulières. Donc là, par exemple, pour savoir s'il y a un bien, un parking, déjà, je commence par traiter tous les faux positifs. En fait, juste regarder s'il y a parking dans une annonce, ça suffit pas. Parce que des fois, on va avoir des choses comme parking dans la rue. Donc ça veut dire que le bien, il n'a pas de parking, mais on écrit quand même qu'il y a un parking dans l'annonce. Donc ça, je l'exclus. Et ensuite, je récupère les types de phrases qui montrent de façon sûre qu'il y a un parking associé à un bien. Donc tout ça, c'est hyper empirique. C'est des choses qu'on fait vraiment souvent quand on fait des scrapers, c'est qu'on fait des trucs custom et on essaye de faire marcher ça. Une deuxième fonction d'enrichissement qui a été super importante, c'est le choix des quartiers. Donc pour moi, le quartier dans lequel je cherche mon appart, c'est super important. Mais il faut savoir que c'est hyper difficile de trouver ça via les agences immobilières. Alors il y a une raison à ça, en fait, c'est que les sites d'agences immobilières, ils utilisent tous un petit peu leur propre nomenclature. Donc il n'y a pas vraiment de standard des quartiers de Rennes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma propre liste de quartiers. Et par rapport à ça, je vais ranger les annonces dedans. Donc sur l'exemple qu'on a là, si on prend des quartiers qu'on va souvent avoir dans les agences immobilières, comme Hôtel Dieu par exemple, moi je vais ranger ça dans la catégorie centre historique. Sur les sites d'agences immobilières, ils sont aussi un petit peu fourbes. Des fois, ils vont avoir tendance à inventer des quartiers qui n'existent pas vraiment, mais qui sont à la limite entre deux vrais quartiers.
Et en fait, on sait que le bien, il a plutôt tendance à être dans le moins bon quartier, ou dans le quartier le moins à côté. Donc ça, c'est des choses que je fais aussi. En fait, je récupère plusieurs quartiers pour un seul bien. Et ça me permet de faire mon tri par la suite. Au niveau des scrapers, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je les ai quasiment tous faits comme ça, donc avec récupération des pages HTML et parsing du HTML. Il y a un cas qui a été un petit peu plus compliqué, c'est Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, c'est un cas particulier parce que eux, c'est vraiment pas dans leur intérêt d'autoriser le scraping, donc ils ont des protections actives contre ça. Ils ont une protection qui est super efficace qui s'appelle Datadome. Donc Datadome, c'est une solution anti-scraping qui va faire des analyses sur pas mal de choses dans le navigateur, donc par du fingerprinting, par l'analyse des entêtes, et qui va vérifier si on est un bot ou non. Si on est un bot, ce sera quasiment impossible d'accéder au Bon Coin. Donc à partir de là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'essayer une techno qui s'appelle Puppeteer. Donc Puppeteer, c'est une façon de contrôler un navigateur. Donc au lieu de faire des requêtes HTTP un petit peu brutes, on va lancer un vrai navigateur qui va faire des requêtes pour nous et qu'on va pouvoir piloter par du code. Donc là, j'ai mis un petit exemple d'utilisation de Puppeteer. Donc comment ça fonctionne. Donc ça, c'est itératif, je ne suis pas arrivé à ça tout de suite. Là, je n'ai pas utilisé Puppeteer directement, j'ai utilisé une lib qui s'appelle Puppeteer Extra et qui permet de gérer des systèmes de plugins. Donc en particulier, je vais pouvoir avoir un plugin d'adblock. Donc ça va juste aider à faire des sélecteurs un petit peu plus clean et qui vont mieux marcher. Et un plugin qui s'appelle Stealth. Alors en fait, c'est parce que même quand on utilise Puppeteer, on peut être détecté comme un bot par la plupart des antibots. Donc Datadome, il est capable de détecter qu'on fait du Puppeteer et qu'on n'est pas un vrai navigateur. Donc Stealth, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va prendre plein de mesures pour ressembler le plus possible à un vrai navigateur. Donc ça, je l'ai fait en 2020. En 2020, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il y a d'autres solutions, mais qui sont un petit peu plus compliquées. Et un troisième plugin que j'ai utilisé, c'est un plugin reCAPTCHA. Alors ça, c'était assez fun, en fait. C'est parce que Le Bon Coin, il est quand même capable de détecter qu'on fait des trucs bizarres, même avec le plugin Stealth. Et dans ce cas-là, il nous sert avec un CAPTCHA reCAPTCHA. Alors du coup, j'ai utilisé un provider qui s'appelle ToCAPTCHA. Donc en fait, c'est un truc super louche où on paye en Bitcoin dessus. Et après, on peut lui envoyer des captchas. Il y a des gens qui résolvent les captchas pour nous. C'était super drôle à faire. Donc une fois que j'ai ce système qui marche, ça fonctionne un peu de la même façon qu'avant. Je vais pouvoir charger ma page dans mon navigateur. Là, je ne le montre pas, mais de la même façon, on peut récupérer le HTML que j'ai généré et faire notre scraping avec Cheerio. Donc à partir de tout ça, en fait, c'est le schéma de base de tous mes scrapers. Ils sont tous pareils. Et l'étape suivante, en fait, c'est d'être capable de les lancer tous en parallèle. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit lanceur. C'est juste une promesse, en fait, qui va prendre tous mes fichiers de scraping. Donc mes scrapers, en fait, je les ai tous mis dans un dossier scrapers et je les ai appelés, par exemple, leboncoin.fr.js, pap.fr.js. Et du coup, je les charge dynamiquement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est possible en Node.js, c'est de faire des imports dynamiques. Donc on peut le voir à ligne 4. Je peux juste faire un import qui va prendre une variable en paramètre. Une fois que j'ai fait mon import, je peux lancer ma fonction de scraping. Je peux récupérer mes données et je vais pouvoir les insérer en base de données. Donc là, l'insérer en base de données, c'est pas hyper compliqué. En fait, je le convertis en objet Mongo. Donc j'utilise une lib qui s'appelle Mongoose en JavaScript qui permet de faire des DAO Mongo. Je pense que c'est la plus utilisée. Et un truc que je fais, c'est à la ligne 18, j'insère mon document, mais s'il y en a un qui existe déjà, qui a la même URL, en fait j'ai considéré que l'URL du bien, elle était unique, et on va l'écraser. Alors, je fais ça en fait parce que ça va très bien marcher avec le système dont j'ai parlé tout à l'heure, le système d'expiration. J'ai fait expirer mes entrées au bout d'un jour, mais si je l'ai écrasé, ça veut dire que le bien il est toujours dispo, donc le compteur d'un jour il va progresser avec. Donc en fait, avec ce système-là, dès qu'il y a un bien qui est plus dispo sur une agence immobilière, moi mes scrapers ils vont juste ne pas le réinsérer en base de données, et après 24 heures, il va disparaître de ma base de données. Donc j'ai aucun nettoyage à faire, ça se fait tout seul. Donc là, en fait, c'est le modèle Mongoose, donc le modèle de base de données, donc avec tous mes types, et un petit peu de nettoyage aussi. Ça permet de faire des choses comme des trims ou de mettre des valeurs par défaut.
Donc une fois que j'ai fini tout ça, en fait, mon système de scrapers, il est fini. Tous mes scrapers, ils sont faits. Ma donnée, elle est en base de données. J'ai juste à lancer tout ça et j'ai tout ce qu'il me faut en base de données pour attaquer la suite. Donc la suite, dans mon cas, c'est la deuxième étape, c'est la web app, le front-end. Donc cette web app, je me pose encore un petit peu pour réfléchir à ce que j'ai besoin. Alors je vais vouloir filtrer mes biens, évidemment. Donc c'est la valeur ajoutée principale du projet que j'ai fait. Donc je vais vouloir filtrer déjà par tous les filtres classiques et par tous les filtres custom que j'ai rajoutés. Donc si on revient sur ça, là on peut voir une partie des filtres que j'ai rajoutés. Donc il y a le fait que ce soit un duplex, le fait qu'il y ait un parking, le prix, les charges, la taxe sur la propriété, la taxe foncière, et pas mal d'autres choses. Donc tous ces filtres-là, je veux qu'ils apparaissent sur le front pour pouvoir en profiter. Je vais pouvoir visualiser toute l'info. Donc là, j'ai pas mal d'infos en base de données, je vais pouvoir tout afficher le mieux possible, sans que ça prenne trop de place et que ça reste facile à lire. Et je vais pouvoir masquer des annonces. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui manque sur pas mal de sites, je trouve, c'est la possibilité de cacher des choses qui ne nous intéressent pas. Des fois, on peut avoir 50 filtres et quand même tomber sur des trucs qui ne nous intéressent pas. Donc on veut pouvoir les cacher. À ce stade-là, moi, j'ai pensé à présenter ça peut-être sous la forme d'un Tinder où on pourrait swiper les annonces et garder juste celles qui nous intéressent. Mais c'est un petit défaut dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas comparer les annonces une par une, côte à côte. Donc je ne suis pas parti sur ce principe-là, mais je garde l'idée en tête, ça pourra me servir un jour. Donc pour faire ça, là je ne prends pas beaucoup de risques, en fait je pars sur des technos que je connais déjà. Alors j'ai envie de le faire en React parce que le React c'est cool, moi j'aime bien ça. Et je pars sur Create React App, donc c'est juste un système qui va permettre de bootstrapper une appli en React super facilement. Donc on lance la commande et on a une appli React qui marche, on n'a plus qu'à écrire nos composants, donc ça va super vite. Et avec ça, j'aurai un petit serveur express. Donc le serveur express, c'est juste le serveur front qui va me permettre de récupérer les données en base de données. Alors, j'ai envie de gagner un petit peu de temps, donc j'ai quand même un petit paquet de données en base, mais pas tant que ça. Au final, en ayant scrapé tous mes sites, je me retrouve avec 1000 à 2000 annonces en moyenne dans ma base de données. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Et ça fait qu'en fait, je ne vais pas avoir besoin de gérer de pagination côté serveur. Charger 1000 annonces côté front et faire une pagination côté front, ça marche et ça va super vite. Donc je vais partir là-dessus. Donc je commence juste par vous montrer mon petit serveur. Donc le serveur, c'est un petit serveur express classique. J'ai juste une route, le /sheets, donc sheets pour fiches, j'ai appelé ça des fiches, qui va récupérer tout ce qui a le statut à vendre et qui se situe à Rennes. Je trie ça par prix et je retourne tout. Donc mes 2000 annonces, elles sont récupérées juste par cette route-là. Et juste en dessous, j'ai ma route qui va servir à servir l'index.html, donc le fichier compilé. Ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu sur le front. Donc pour présenter mes fiches, je suis arrivé à un truc un petit peu comme ça. Donc le but, c'est d'avoir les photos tout en haut. Donc si je clique dessus, ça passe à la photo suivante. Et d'avoir les données enrichies juste en dessous. Donc tout ça, c'est vraiment des champs custom. Donc là, on va avoir le prix, on va avoir les charges que j'ai extraites directement de la description qui est juste en dessous. Si on regarde tout en bas de la description, on voit les charges annuelles à 1824 €, donc ça, je l'extrais. Et toutes mes données, je les ai extraites, je les ai affichées là. Juste en dessous, j'ai quand même choisi d'afficher la description complète. Et en dessous, je vais avoir mes actions. Donc le pas intéressé qui va me servir à cacher l'annonce, et le voir l'annonce qui va me servir en fait de lien direct vers le lien de l'agence. Ensuite, je voulais juste vous montrer ce petit système de pagination côté front. Donc là, j'ai vraiment récupéré toutes mes données. Et on voit que le chargement côté front, ça va hyper vite en fait. Il y a juste besoin de charger un nombre limité sur une même page. Et le navigateur, il va très bien être capable de rendre tout ça, même si en mémoire, on a un petit paquet de données. Donc, mon front, au final, il ressemble à ça. Donc tout en haut, j'ai mon système de filtres. Alors là, je ne les ai pas tous mis parce que mon front, j'ai un petit peu bidouillé au fil de l'eau et j'ai rajouté des trucs, j'ai enlevé des trucs. Donc là, j'ai pas tous mes filtres, j'ai surtout ceux qui m'ont intéressé. Sachant que moi, le filtre principal, au final, c'était les quartiers. Voilà, moi je suis plutôt content de mon résultat à la fin. Donc maintenant, le but, ça va être de le rendre accessible. Donc ma troisième étape, ça va être de déployer tout ça. C'est là qu'on va commencer à parler d'argent, qu'on va vouloir que ça coûte 0 €. Donc la première chose que j'ai envie de déployer, c'est mon MongoDB. Alors par curiosité, j'ai directement été voir chez Clever Cloud parce que j'ai déjà entendu parler d'eux. Et il se trouve qu'ils ont une offre avec un MongoDB qui coûte rien.
C'est un Mongo, c'est une instance de dev en fait, qui sert vraiment que pour faire du dev, qui est complètement mutualisée et qui a 500 mégas de disque. Donc bah, moi, pour mon besoin, en fait, ça convenait complètement, j'ai pas besoin de plus, surtout vu que je vide mes données tous les jours si j'en rajoute pas. 500 mégas, ça me suffit largement. Ça coûte rien, ça marche super bien. J'ai vraiment pas grand chose à dire dessus en plus, ça marche juste. Donc je passe à la suite. Mon front, j'ai voulu le déployer sur Heroku. Donc Heroku, c'est une solution dont j'ai pas mal entendu parler, mais que j'avais jamais pu utiliser jusqu'à maintenant. Donc Heroku, ça marche vraiment super bien pour déployer des applis front. Donc ce qui se passe quand on crée un projet sur Heroku, c'est qu'ils vont créer un repository Git chez eux. Donc on a juste à pusher et ça va mettre à jour le rendu en temps réel. Donc ça va super vite. Et au niveau du front, bah, on a une mise en sommeil après 30 minutes d'inactivité. Donc ça veut dire que si on est 30 minutes sans aller sur le site, il va passer en sommeil. Donc la fois d'après, ce sera un petit peu plus long de le lancer. Plus long, ça prend 10 secondes, donc c'est pas non plus, c'est pas rédhibitoire. La conf Heroku, ça ressemble juste à ça en fait. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est la notion de framework. Donc là, j'ai dit que je voulais une instance en Node.js. Donc ça fait qu'au moment où je pousse mes données sur leur repo Git, donc là on voit l'URL ici, et ben, il va lancer deux commandes. Donc il va lancer un yarn install, dans mon cas, ou npm install, pour installer les dépendances. Et il va lancer un yarn build. Donc tout ça, c'est les deux commandes dont j'ai besoin en fait pour compiler mon code. Et il le fait tout seul sans que j'ai rien à faire. À droite, on voit un procfile. Donc le procfile, c'est juste un fichier de conf supplémentaire pour Heroku. Je lui dis qu'une fois qu'il a fini de lancer ces deux commandes, il lance cette commande-là. Donc le yarn serve, ça va juste lancer mon petit serveur express. Et juste avec ça, j'ai mon front qui tourne et qui est capable de taper sur ma base de données. Donc les infos de la base de données, elles sont juste indiquées en variable d'environnement. Je les ai cachées, mais elles sont là. Au niveau des scrapers, pour le déploiement, là, il fallait réfléchir un petit peu plus parce que c'est du cron. Donc j'ai eu une idée un petit peu chelou, en fait, c'est de mettre ça sur GitLab CI. Donc GitLab CI, c'est un outil de CI, donc à la base, ça sert plutôt à compiler du code ou à lancer des tests. Mais au final, c'est juste des VM qui lancent du code. Donc on peut lancer ce qu'on veut dessus. GitLab CI, c'est une super bonne solution pour ça parce qu'on peut faire des tâches planifiées, on peut lancer des jobs en schedulé. Et on a, à l'époque, c'était 2000 minutes par mois, 30 heures. Donc ça fait 1 heure par jour, c'est largement suffisant. Donc sur GitLab, ça ressemble à ça. Donc juste à gauche, il y a mon scheduling de job qui est fait toutes les 2 heures. Et à droite, les commandes que je veux lancer toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, je vais faire un yarn install avec une mise en cache des fichiers de dépendance. Et mon déploiement qui est juste un yarn start. Donc le yarn start, c'est juste la commande qui va me permettre de lancer mes scrapers. Donc tout ça, ça marchait super bien. Sauf que à peine quelques jours après que j'ai mis ça en place, en fait, GitLab, ils se sont rendus compte qu'il y a des petits malins qui utilisaient leur CI pour faire n'importe quoi dessus. C'était pas moi, en fait, ils ont fait ça contre les crypto-miners qui s'amusaient à mettre des crypto-miners sur GitLab CI. Et finalement, ils sont passés à 400 minutes par mois. Donc 400 minutes par mois, ça fait 6 heures par mois. C'est vraiment pas assez pour lancer des scrapers. Donc je suis parti sur une deuxième solution. Alors, là, on part sur la solution de l'arrache. Donc en fait, je suis parti dans mes tiroirs et je me suis rappelé que j'avais un Raspberry Pi qui traînait. Donc mon Raspberry Pi, il est super vieux. En fait, c'est le premier modèle. Donc au niveau du CPU, on est sur du 700 MHz et 256 MB de RAM. C'est pas beaucoup, mais ça devrait tourner, donc au moins je vais pouvoir me servir de mon Raspberry Pi. C'est la première fois depuis que je l'ai, donc c'est cool. Alors au niveau du Raspberry Pi, en fait, j'ai juste fait un système de script qui va lancer mon code. Et pour le déploiement, en fait, c'est juste le script lui-même qui va pull les données depuis GitLab. Donc c'est hyper facile, en fait, toutes les heures. J'ai une cron qui va lancer ce script-là, ça va pull et ça va lancer mes scrapers. Donc ce système-là, pareil, ça marche plutôt pas mal, mais c'est vraiment hyper lent parce que mon Raspberry Pi, il est vraiment trop vieux. Donc mes scrapers, ils mettaient peut-être 1 heure à se lancer et c'était trop pour moi. Donc je suis parti sur une autre solution. Alors ce coup-là, j'ai décidé de partir sur du plus robuste. Donc je me suis lancé sur du AWS. Donc c'était la première fois que j'en faisais, donc j'avais aussi envie d'essayer ça. Alors sur AWS, ils ont une offre gratuite pendant 1 an.
qui permet d'utiliser des instances EC2, entre autres. Donc EC2, c'est des instances de compute, c'est des machines virtuelles, pendant 750 heures par mois. Donc 750 heures, en fait, ça correspond à 24 heures par jour pendant 30 jours. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Niveau CPU et RAM, on est plutôt pas mal. Et en plus, c'est des machines virtuelles, donc au final, j'ai juste à récupérer mon script de launcher que j'ai fait sur mon Raspberry Pi, et ça marche exactement de la même façon. Donc c'est gratuit, et j'ai rien à faire. Et puis cette solution-là, finalement, ça marche. Donc je suis enfin arrivé à une solution qui marche de façon pérenne. Et avec tout ça, je me suis rendu compte que déployer du code gratuitement aujourd'hui, c'est pas forcément si facile que ça. Mais il y a quand même des solutions. Par contre, AWS, au final, ils m'ont facturé 15 centimes et je ne sais toujours pas pourquoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai trouvé mon appart. Et je suis super content. Alors l'appart, il est trouvé, mais j'ai pas forcément fini mon projet pour autant. Donc après ça, j'ai déjà envisagé un petit peu des pistes d'amélioration. Donc déjà, on peut parler un peu de déduplication d'annonces. Aujourd'hui, alors ok, il y a des annonces exclusives sur les sites d'agences locales. Par contre, des fois, ils postent aussi leurs agences sur le Bon Coin. Donc si je scrape les deux, je vais avoir 2 fois la même annonce sur ma petite web app. C'est pas très grave, c'est pour ça que je m'en suis pas beaucoup occupé, mais il y a des solutions qui pourraient me permettre de dédupliquer ça. La plus simple, c'est d'utiliser les références. Donc souvent, les agences vont mettre une référence dans la description qui est unique, peu importe s'ils la postent sur le Bon Coin ou sur leur site à eux. Donc ça peut me servir à dédupliquer. Je ne l'ai pas fait, mais ça pourrait être une solution. Un autre truc qui serait super cool, c'est d'avoir des notifications. Dès qu'il y a une nouvelle annonce qui n'était pas là la veille, ça pourrait être bien d'avoir des notifications. Que ce soit par SMS, par mail ou par notification push. J'ai pas eu le temps de creuser ça parce que en fait, j'ai trouvé mon appart trop vite après avoir lancé mon truc. Donc j'ai pas eu le temps. Je me suis aussi posé la question de passer ce truc-là en open source. Mais non. Alors la raison principale, en fait, c'est que les scrapers, quand c'est pour du perso, ça va. Quand on commence à le partager, ça commence à devenir un peu une zone grise légale. Donc j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Je me suis dit qu'un jour, je pourrais peut-être aussi envisager de le commercialiser. Je me garde cette porte-là ouverte, donc j'ai pas forcément envie de le rendre open source pour l'instant. C'est modulo que j'arrive à régler la question de la zone grise légale, par contre. Et j'ai pas forcément envie de faire du support. Une fois qu'on commence à mettre des choses en open source, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir nous voir pour nous dire que ça marche pas ou comment ça marche. Et j'ai pas trop envie de passer du temps là-dessus pour le moment. Donc pas pour l'instant. Et en fait, c'est tout. Donc je vous remercie. Et je ne sais pas si on a du temps pour des questions. C'est écrit 16. Ok. J'en ai fait 17 au total. Donc les plus gros, c'était Le Bon Coin, Ouest France Imo, PAP, mais j'ai fait plein de petits sites aussi. Et ça, il y en a un sacré paquet. Donc j'en ai fait 17, j'en avais d'autres sur ma liste que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas eu le temps d'implémenter. Combien pour celui de Le Bon Coin ? Pardon ? Combien pour celui de Le Bon Coin ? Combien de temps t'as passé ? Bonjour. Donc la question subsidiaire, c'était combien de temps pour celui de Le Bon Coin ? Alors ça m'a pris un petit paquet de temps justement parce que là j'ai eu besoin d'itérer. À la base j'avais commencé à faire un scraper un peu classique, sauf que je me suis rendu vite compte que ça marchait pas. Donc je suis passé sur d'autres scrapers et j'ai gardé Le Bon Coin de côté. Et au bout d'un moment je m'y suis attelé, ça m'a pris peut-être on va dire 2 à 3 jours histoire d'arriver à quelque chose qui marche. Ça marche ? Ok.
Donc merci pour la presse et bravo pour ton appart. Merci. Ouais, je voulais savoir, tu parlais de déduplication en piste d'amélioration sur les offres sur la même agence, mais si tu as par exemple Le Bon Coin, deux agences qui ont la même offre, comment tu aurais pu réussir à dédupliquer ces Ouais. annonces-là? Je pense que je me suis mal exprimé là-dessus. En fait, c'est justement si tu as la même offre sur deux sites différents, en fait, tu vas pouvoir les unifier avec la référence. Je ne sais pas si j'ai un exemple là, je pense pas. En fait, dans la description, tu vas souvent avoir la description de l'agence, et en bas, l'agence immobilière, ils vont mettre une référence. Comme ça, si tu les appelles, tu leur dis j'appelle par rapport au bien 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, vu que c'est unique, tu peux en servir pour dédupliquer tes annonces. Si tu as deux agences différentes, si tu as par exemple... Ah, oui, d'accord. Le même bien, mais proposé par deux agences. Ouais, là, j'ai pas de bonne façon de dédupliquer ça pour le coup. Ouais. Autre question. D'abord, merci pour la presse. Je suis là. Combien de temps est-ce que ça t'a pris de faire tout ça? Tout ça, ça m'a pris 2 semaines, mais pas 2 semaines à temps complet. Donc 2 semaines sur mon temps libre, un petit peu le soir, un petit peu le week-end. Ouais, 2 bonnes semaines. Ah oui, ça va. Ok. C'est juste qu'en cherchant aussi des appartes et tout, j'ai vu que parfois il y avait toujours l'annonce qui était référencée peut-être aussi sur plusieurs sites en même temps, mais avec le petit bandeau vendu dans l'image. Je pense que tu les as pas traités. Non. Mais est-ce que essayer d'utiliser soit de l'IA ou de l'analyse d'image, ça t'a traversé l'esprit pour ces trucs-là ou pas? Ouais, j'y ai pensé, mais je sais pas faire. Et j'ai pas eu le temps du coup de m'y atteler. Okay. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi aussi, je suis une pince. Et je voulais savoir si tu avais un site ou un truc comme ça qui pouvait référencer les services gratuits pour déployer nos apps ou autres. Non, là Non. j'ai vraiment parcouru un petit peu tout ce que j'avais en tête et j'ai regardé s'il y avait des offres gratuites ou pas. Après, tu peux avoir des comparateurs, mais souvent c'est soit pas trop à jour, soit pas trop legit, pas trop testé. Enfin, des fois, tu vas avoir des sites un petit peu en première page de Google où tu vas avoir 15 trucs, ouais, ça c'est gratuit, mais en fait, bof. Donc non, le mieux c'est de tester. Le but du jeu, c'est de faire un truc gratuit, donc je mets de côté les 15 centimes d'Amazon. Par contre, à un moment, tu as parlé de Bitcoin pour le reCAPTCHA. Ouais. Ça coûte un peu de sous, les Bitcoins, non? Ouais, j'avoue que je ne les ai pas comptés dedans. Il y en a eu pour combien au final? Alors, je crois que c'était facturé 10 centimes le CAPTCHA, il me semble. Voilà. Mais j'avais pas des CAPTCHA à chaque fois, en fait, j'en avais en gros un par jour. D'euros, ouais. Ouais, du coup, tu l'as pas dit, mais t'as mis combien de temps à trouver ton appart, du coup, au final? Après que t'aies mis le... Alors, en fait, j'ai pas vraiment fini le projet, donc je peux pas dire que je l'ai trouvé à partir de tel moment, à partir de quand j'ai fini. Mais après les 2 semaines, je pense que j'ai mis peut-être 2 semaines en fait. Parce qu'au final, j'ai vu une annonce qui arrivait assez vite. Genre, j'ai eu une annonce qui arrivait à 18h et à 19h, j'étais parti visiter l'appart. Et du coup, le lendemain, j'ai fait une offre et j'étais quand même deuxième. Mais j'ai quand même eu l'appart. Mince, du coup, j'ai oublié la question. Je suis réfléchir sur autre chose. Tu pourras venir me voir si ça te revient.
Salut. Moi, je vois que tu as une super casquette OVH et du coup, je me pose la question pourquoi tu n'as rien déployé sur OVH? Tu n'avais pas la possibilité, vu que tu travailles pour eux, de. Bonne question. Alors, ce projet-là, je l'ai fait il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, il n'y avait pas d'offre découverte ou d'offre gratuite chez OVH. Aujourd'hui, il y en a une. Donc, si tu vas sur Public Cloud OVH, il y a une offre gratuite qui existe. J'ai retrouvé ma question. C'est plus que du coup, tu es parti sur faire des scrapers, mais tu n'as pas regardé, ça n'existe pas du tout des API pour récupérer des infos de ce genre-là, justement? Alors, sur les sites d'agences immobiliers, donc déjà, en général, eux, non, ils n'ont pas d'API. Par contre, je suis tombé sur 2 ou 3 sites qui fonctionnaient déjà par API. Donc, par exemple, tu as Agence Direct, eux, en fait, ils font directement des calls API. Donc là, c'était facile, en fait, j'ai juste utilisé leur API. Après, il y a d'autres API qui existent de gens qui ont fait un petit peu la même chose que moi. Sauf qu'en général, tu ne vas pas avoir un paquet de sites. Donc sur ceux que j'ai vus, tu as des sites qui font un peu la même chose et qui vont traiter Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici et PAP par exemple, et pas plus. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir vraiment les agences locales. On m'entend, oui. Merci pour ton retour. Je crois pas que tu aies parlé de volumétrie en termes de données dans ta base. Au final, chaque jour, combien tu en avais et à peu près combien de temps ça prenait à tes scripts pour les intégrer? Alors, la dernière solution sur AWS, ça prenait environ, avec la parallélisation, ça prenait peut-être 5 minutes. Et en volume, je crois que j'étais en dessous des 100 mégas. Bon, si vous avez d'autres questions par la suite, en tout cas, je reste à dispo.